Gérald Darmanin appelle à reprendre le travail après avoir reçu les syndicats de policiers hier. Ces derniers se disent satisfaits de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur. À voir aujourd'hui si les arrêts maladie et le service minimum marquent le pas. Il n'empêche, l'affaire Eddy interroge avec les derniers éléments de l'enquête et celle de Naël est relancée par une plainte de la famille. On en parle avec Johan Gillet, député RN du Gard. Bonjour Johan Gillet, merci d'être avec nous. Également dans ce studio, Sébastien Rome, député LFI de l'Hérault. Bonjour Sébastien Rome. Bonjour. Alors le patron des socialistes avec lequel vous êtes allié à la NUPES demande la démission de Gérald Darmanin. Selon Olivier Faure, le ministre défie la République en apportant son soutien aux policiers. Vous vous joignez à lui, Sébastien Rome, le ministre de l'Intérieur doit partir. Je crois que Gérald Darmanin a eu de nombreuses occasions de devoir partir parce que c'est pas la première fois en fait qu'il se place en dehors des règles qui sont notamment constituées de notre République. Moi je crois que lorsque une police attaque la justice et donc ne respecte pas la séparation des pouvoirs qui est simplement l'état de droit, il y a un vrai problème. Gérald Darmanin, bien sûr, doit défendre la police, mais il doit d'abord défendre l'état de droit et la police dans l'état de droit. Johan Gillet. Écoutez, je crois que moi je ne suis pas l'avocat de Gérald Darmanin. En l'occurrence, il ne doit pas partir pour ces raisons-là. Pour vous, il a défié la République en soutenant les policiers parce que c'est ce que lui reproche Olivier Faure. Moi je lui reproche même de ne pas être allé assez loin. Parce que effectivement, il n'a pas à rentrer dans des dossiers de justice au cas par cas. En revanche, il pouvait parler plus globalement et réaffirmer que effectivement, la place d'un policier n'est pas en détention provisoire. Donc moi, je lui reproche de ne pas être allé assez loin et de ne pas avoir réaffirmé cela. Alors le ministre de l'Intérieur, lors de sa prise de parole devant les policiers, a dit ils ont vu que des partis politiques évoquaient le fait que la police tue, on les insulte, on les vilipende et se rajoute à ça fatigue, émotion, colère, une tristesse notamment de ces procès d'intention, ces procès médiatiques. Vous vous sentez visé chez LFI, vous n'avez pas un petit peu mis de l'huile sur le feu, Sébastien Rome, enfin pas vous personnellement mais en tout cas des membres de votre parti. Je crois qu'on a dit des choses qui étaient vraies et simples que je vais peut-être réexpliquer ici. D'abord, vous dire à quel point je suis profondément choqué qu'il n'y ait pas eu de mots de Gérald Darmanin sur le Eddy. Voilà. Ce qu'il a subi, ça doit forcément, et j'espère que c'est votre cas, susciter notre empathie, parce que c'est terrible quand même ce qui lui est arrivé. On va en parler, on aura son avocat d'ailleurs tout à l'heure, et effectivement il s'en plaint ce jeune garçon manifestement de ne pas avoir eu un... Il a été questionné sur vos propos sur la police. Effectivement. Mais on en reparlera et on aura cet avocat. Je crois que sur la police est en train de traverser une crise depuis plusieurs années, une crise extrêmement forte. Il y a un taux de suicide qui est largement supérieur au nombre de suicides dans la population générale. On n'a pas donné les moyens à cette police de pouvoir accomplir ses missions. Je crois, j'ai été par exemple lors du rassemblement devant les mairies. Un maire m'a invité, j'ai fait un discours à ce moment-là, et puis des policiers sont venus me voir à la fin. Et on a eu un débat, d'abord effectivement monté par les médias, un peu vif, mais après, lorsque je lui ai demandé si ça avait été une bonne chose de retirer la police de proximité, il m'a répondu que oui, ça avait été une très mauvaise chose de la retirer, parce qu'il n'y a plus de contact direct. Et qu'est-ce qui fait le travail d'un policier ? Ce n'est pas que le coup de poing. C'est aussi d'être là présent, de faire du lien avec la population. C'est d'être remercié par une personne, une maman retraitée peut-être, une grand-mère retraitée, qui va dire merci d'être intervenu hier. Voilà. Donc vous désolidarisez un tout petit peu des propos de Mélenchon qui dit en gros la police tue, enfin Mélenchon et il y a des policiers qui tuent. Et regardez, ce jeune Eddy, il a été laissé pour mort. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que dans une démocratie, on peut laisser quelqu'un mourir comme ça ? Est-ce que pour autant, il faut généraliser ? Est-ce que je généralise ? Non, je ne généralise pas. Il est en détention provisoire, il y a une enquête et il va être jugé. Ce qui s'est passé aussi avec le Naël, on est dans le même cas, c'est-à-dire qu'on a une police qui s'octroie des droits. On a une police qui s'octroie des droits qui n'existent pas, qui effectivement n'accomplit pas sa mission première et qui se porte en juge
qui fait finalement des exécutions extrajudiciaires. Mais vous savez plus que tout le monde finalement. Alors, Johan Gillet, vous avez fini l'enquête avant qu'elle ne soit terminée. Mais là, vous mettez la faute directement sur le policier de Nanterre qui est en détention provisoire, dont la famille ne peut pas lui rendre visite, ce qui est un scandale. Le scandale même, c'est qu'il soit en détention provisoire, et vous êtes déjà en train de dire qu'il a commis une faute. Vous faites exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron en tenant des propos inacceptables, alors même la justice n'a pas encore fini son enquête. Je crois que les images avaient parlé d'elles-mêmes. Et l'enquête de police, c'est un peu facile. Alors c'est vrai qu'il y a juste pour ça c'est factuel, il y a une plainte déposée par la famille Naël aujourd'hui parce qu'elle accuse la police d'avoir menti sur les circonstances justement qui ont conduit à ce drame. Naël, on le sait très bien, elle est instrumentalisée aussi par la famille Traoré qui a tendance à en faire beaucoup la matière. Mais vous comparez les deux affaires parce que c'est vrai qu'il y a eu une course-poursuite. Alors on va certainement pas faire l'enquête ici. Depuis de nombreuses années, on installe un climat de violence dans la société. On est en train d'américaniser. Du fait des policiers uniquement pour vous? Non, c'est la responsabilité politique. Est-ce que vous, la NUPES, vous n'êtes pas un petit peu aussi à l'origine de cette violence? Vous savez, en tenant des propos Depuis quand nous sommes au pouvoir? Mais sans y être. Non. Quand vous tenez des propos, vos solutions sont au pouvoir. On va y venir aux solutions. Oui, elles y sont actuellement. Quand vous parlez des propos inacceptables dans l'hémicycle, quand certains de vos députés se permettent de prendre des photos avec la tête d'un ministre, d'un président de la République sur un ballon, par exemple, vous savez, avec le pied par-dessus, quand vous mettez la faute systématiquement sur la police, quand vous répétez que la police tue, quand vous participez à des manifestations dans lesquelles on tient des propos inacceptables contre la police. Est-ce que tout ça ne participe pas à ce climat de violence? Est-ce qu'il y a déjà eu des bavures policières en France? Est-ce que ça existe? Non. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'individuellement, il y a des fautes commises? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des bavures policières qui existent? Oui, ça existe. Mais ça existe pas depuis que Macron est président, pas depuis Hollande. Les policiers sont aussi victimes, vous le savez. Le travail d'un policier est extrêmement difficile. Non, mais vous semblez l'occulter. Pardonnez-moi, je ne suis pas là pour défendre la police, mais je suis là pour modérer. Moi, je reconnais que les policiers ont un travail difficile. Ils se confrontent à la violence. Mais par contre, il y a des bavures policières, et de dire qu'il y a des bavures policières et que dans ces circonstances-là, la police a tué, oui, c'est le cas. Johan Gillet, oui. Non, mais je crois que parler de bavure à tout va, vous voyez, c'est... Pas à tout va. Mais si, parce que vous avez une manière de présenter les choses qui généralise les choses. Moi, je préfère rappeler que la police fait un travail formidable. Je préfère rappeler que la police est victime de nombreuses violences et d'insultes au quotidien. Je préfère rappeler que la police, elle nous protège au quotidien, vous voyez, et qu'on leur apporte un soutien. Alors, est-ce qu'individuellement, il peut y avoir des erreurs? Malheureusement, la police ne nous protège plus au quotidien, puisqu'on a retiré la police de proximité. Mais évidemment qu'il n'y a pas assez de policiers sur le terrain, et ça, je suis bien d'accord. Messieurs, on va essayer d'avancer. Vous êtes les premiers, vous, à la NUPES, d'ailleurs, et on l'a vécu il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, où, par exemple, vous avez proposé la suppression de la BAC. La BAC est aussi une police de proximité. Alors, ce qu'il faut parfaitement comprendre dans la BAC, c'est la logique dans laquelle nous sommes. Le policier marseillais et de la BAC, justement. Qui, en fait, n'est pas une politique de paix sociale. C'est une politique du coup de poing. Et le coup de poing n'est jamais assez fort. Et donc, on est dans un cycle infernal où on augmente la violence depuis cette stratégie du coup de poing qui a été inaugurée par Sarkozy, donc qui courait derrière le Rassemblement national, le Front national à l'époque. Nous sommes toujours dans cette logique où on ne va pas assez au coup de poing. Moi, je crois qu'il faut redescendre les tensions et faire en sorte d'avoir une vraie politique, par exemple la police judiciaire. Nous n'avons pas les moyens de suffisamment enquêter sur ce qui est essentiel, sur ce qui mine nos quartiers et notre France, c'est-à-dire les trafics et le trafic d'armes. Comment on va aller chercher? Évidemment, mais vous êtes pour supprimer la BAC. Vous êtes même dans certaines des mairies tenues par... du coup de poing. Vous êtes même dans certaines mairies tenues par... Vous êtes même dans certaines mairies tenues par la NUPES pour désarmer les policiers. Vous êtes dans la caricature. Vous êtes dans la caricature. Vous voudriez il y a des grandes villes en Europe qui désarment avec des pistolets à eau. C'est ridicule. Alors, il y a Gérald Darmanin qui a déclaré prendre en compte en tout cas 3 revendications emblématiques des policiers, l'anonymisation, c'est
dur à dire. L'anonymisation générale des procès-verbaux pour protéger donc les policiers qui font parfois l'objet d'agressions quand leur identité est divulguée. Un régime particulier de détention provisoire, donc ça c'est retenu effectivement. C'est l'une des pistes que demandaient les policiers. Et puis la facilitation de la protection fonctionnelle assurée par l'État. Yohann Gillet, c'est un bon début. En tout cas, les policiers semblent satisfaits. Alors, attendez, parce qu'il y a une différence entre ce que peuvent dire certains représentants des syndicats et les policiers sur le terrain, parce que moi, depuis hier, j'en ai eu un certain nombre au téléphone et je peux vous dire qu'ils ne sont pas du tout satisfaits. Pourquoi ? Première chose, rendre anonymiser, je vais y arriver également. C'est difficile. Ça, évidemment, je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord. Peut-être pas mon collègue de la NUPES, mais après, vous parlez d'un régime particulier de détention provisoire. Oui. Mais ça, les policiers sont contre. Parce que ça veut dire qu'on considère que la détention provisoire est normale pour un policier. Or, nous considérons que la détention provisoire ne doit pas être le cas pour les policiers. Et nous avions d'ailleurs proposé à l'Assemblée nationale une loi visant à instituer une présomption de légitime défense pour les membres des forces de l'ordre qui permettait justement que dans le cadre de leurs fonctions, les policiers ne soient jamais en détention provisoire dans l'attente de leur procès. C'est ce qui me paraît tout à fait... Et Jean-Philippe Tanguy de votre parti va plus loin, il doit y avoir une présomption de confiance dans les policiers. Tout à fait, ça fait partie de la présomption de légitime défense et de confiance. Ça va ensemble. Un policier dans le cadre de ses fonctions, si il arrive un drame, n'a pas à être en détention provisoire. Et là où c'est une supercherie de la part de Gérald Darmanin, qui utilise des termes un peu différents d'ailleurs d'un média à l'autre, c'est que cette loi que nous avions proposée, eh bien, elle a été rejetée par les membres de la majorité présidentielle en commission des lois, vous voyez. Donc il tient un double discours et malheureusement les quelques promesses qui sont un peu trop timides à mon sens qu'il a pu faire hier, malheureusement j'ai peur qu'on ne les voit jamais aboutir. Juste sur le point de la détention provisoire, elle a été circonstanciée dans le cadre du jeune Eddy. C'était pour éviter justement qu'il y ait des connivences avec d'autres policiers. Enfin, voilà, ça sort de l'enquête. C'est pas moi qui l'invente. Et qu'il y ait une pression sur les proches. Dans ce cas-là précis, la détention provisoire n'est-elle pas nécessaire ? Écoutez, je pense que la présomption de confiance, effectivement, envers les forces de l'ordre, elle est nécessaire. Et nos forces de l'ordre, ils ne sortent pas en se disant on va aller fracasser quelqu'un comme aimerait le laisser penser la NUPES. Non. Quand il arrive quelque chose dans le cadre d'une mission de police, c'est parce qu'il y a eu un événement qui fait qu'il y a dû y avoir un recours à la force. Voilà. Après, c'est à la justice de dire si ce recours à la force a été trop important ou non. Moi, ce que je reproche, en tout cas, à Gérald Darmanin, c'est qu'il veut finalement créer une sorte de statut de détention provisoire pour les policiers et les gendarmes, alors même que ce que réclament les policiers, c'est tout le contraire, c'est de ne pas être en détention provisoire. Sébastien Rome. Moi, pour ce qui concerne les annonces, on revient à peu près à cette logique-là de continuer ce cycle de violence. Mais j'y reviendrai. La protection fonctionnelle, bon, il faut la regarder dans le détail. Tout fonctionnaire a droit à la protection fonctionnelle, donc il y a pas de souci. Sur le fait que les démarches soient anonymes, là, je crois qu'on sort du champ même du travail de policier. Je suis... Oui, je vais vous préciser les choses. Je suis enseignant d'origine. Il y a eu des meurtres de policiers parce que c'était pas anonyme. Non, mais je sais bien. Mais je suis directeur d'école, enseignant, et lorsqu'on voit une situation difficile avec un enfant, on fait ce qu'on appelle un signalement. Et un enseignant ne peut pas le faire de manière anonyme, parce que c'est dans le cadre de son travail, et que ça lui donne une charge de responsabilité et d'honnêteté intellectuelle de le faire, de s'attribuer à soi-même les actes qu'on est en train en fait de suivre, la procédure qu'on est en train de suivre pour arriver à un résultat. Si on enlève si on permet à faire des procédures anonymes, eh bien en fait on déresponsabilise le policier. Les policiers doivent être responsabilisés, c'est important, c'est une valorisation de leur métier. C'est vrai que parfois ça se retrouve sur les réseaux sociaux, vous le savez. Bien sûr, avec la famille qui est mise en danger. Mais c'est quoi quel est l'objet ? C'est de lutter contre le fait qu'on divulgue sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de déresponsabiliser les policiers. C'est important qu'ils puissent avoir le sens de leur travail. Et puis ensuite, là encore, j'y reviens, la présomption d'innocence que Gérald Darmanin essaye d'habiller, je veux dire, eh bien c'est la proposition du Rassemblement national. Donc on a... J'aimerais
j'aimerais bien qu'ils reprennent notre proposition. Oui, En non, l'occurrence, mais c'est pas le cas. Si, c'est à peu près le cas, parce que c'est ce qu'ils déguisé. proposent, Mais en réalité, on ne peut pas. c'est de laisser la détention provisoire pour les forces de l'ordre. On ne peut pas permettre à des citoyens de sortir du camp de la République, c'est-à-dire qu'il y ait deux types de citoyens, ceux qui peuvent commettre des actes et ceux qui ne le permettent pas. Messieurs, vous restez avec nous. Oui. Vous restez avec nous, Sébastien Rome, Johan Gillet. On poursuit ce débat dans quelques instants, mais on aura en direct Jacques-Antoine Preziosi, un avocat du jeune Eddy, qui est justement blessé à Marseille. Restez avec nous. 12h47 en direct sur Sud Radio. On poursuit notre débat sur la crise que traverse la police et nous sommes en direct avec Jacques-Antoine Preziosi, avocat de Eddy, ce jeune blessé à Marseille par un policier de la BAC, ce policier qui est actuellement en détention provisoire. Bonjour Maître Preziosi, merci d'être avec nous. Bonjour madame. Tout d'abord, première question, comment va votre client Eddy qui a subi une lourde opération Il a subi 2 opérations lourdes. La première, une opération de neurochirurgie qui s'appelle une crâniectomie, qui consiste à lui enlever un morceau d'os du crâne pour permettre de réduire la pression intracrânienne. Et il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, une seconde opération pour soigner une fracture de la mâchoire qui est apparue postérieurement. Il y a eu aussi un rendez-vous médical avant-hier matin dans un service d'ophtalmologie. C'était un rendez-vous très pénible puisqu'on lui a indiqué qu'il était vraisemblable qu'il allait perdre complètement la vue de l'œil gauche. Donc c'était un jeune homme, il a 22 ans, très traumatisé physiquement, mais je dirais aussi presque plus psychologiquement. Je veux dire que le mépris dans lequel les pouvoirs publics l'ont laissé en n'ayant pas la moindre sollicitude pour la victime qu'il est, dans un état de droit, dans le pays des droits de l'homme, on a toujours accordé beaucoup d'importance aux victimes. Le premier des droits qu'on exerce dans un procès, c'est celui des victimes. La victime est partie civile, elle est entendue la première. Il n'y a toujours aucun contact avec l'exécutif ? Non, mais c'est pas au niveau. Alors, si vous voulez, on n'a pas de contact avec l'exécutif. L'exécutif devrait anticiper. Le président de la République, qui est un spécialiste des tweets, n'a à aucun moment envoyé un tweet en disant qu'il était solidaire de la victime, qu'il lui souhaitait un prompt rétablissement. C'est la moindre des choses. Il l'a fait dans l'affaire précédente. Ça a été un fiasco parce que ça a été mal fait. Regardez. Le ministre de la Santé ou des Transports vient de se précipiter au chevet de gens accidentés de la route sur un gros accident près de Paris. Ça veut dire qu'on accorde de l'importance aux droits des victimes. Dans cette affaire, la victime est sacrifiée sur l'autel de l'ordre public. C'est-à-dire que ni le président de la République, ni le Premier ministre n'ont un mot de soutien à la victime. Alors le policier est en détention provisoire, c'est bien ça justement qui a déclenché cette crise avec les propos du directeur général de la police, qui l'a évidemment soutenu en disant en gros que le policier n'avait pas sa place avant le jugement, mais il sera bel et bien jugé, le policier. On ne va pas ici évidemment prendre le temps de faire l'enquête et c'est ni notre rôle ni la place, mais tout de même c'est important d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident et la version du jeune Eddy, en quelques mots. Madame, la version du jeune Eddy, je vais vous la donner, et c'est exactement la même version que relate le camarade d'Eddy qui était avec lui, qui lui aussi a reçu un coup de matraque, mais qui a réussi à s'échapper, fort heureusement pour lui. Lui est témoin des faits, et lui, il a reconnu 4 des 7 policiers la semaine dernière, lorsqu'il a été confronté avec des photographies par l'IGPN. Eddy n'a pas encore été confronté à ses assaillants, mais il va l'être. Il est convoqué par le juge d'instruction en septembre et il les reconnaîtra. Lui, il dit que leurs visages sont incrustés dans sa mémoire. Et ces gens-là, d'après ce qu'ont révélé les chaînes info hier notamment, se sont comportés comme des brutes lors des faits qui leur sont reprochés et comme des voyous ensuite lorsqu'ils ont été interrogés par la police et la justice, puisqu'ils ont refusé de répondre aux questions du juge. Donc ce sont des comportements qui ne sont pas des comportements policiers. Et ce qui est
très inquiétant, c'est que la police ne fasse pas le ménage. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette violence, précisément ? C'est un peu incompréhensible, madame, parce que le dossier démontre que mes 2 clients, les 2 jeunes gens, Eddy et Lilian, à aucun moment n'avaient un comportement pouvant laisser penser qu'ils étaient manifestants, pillards, émeutiers. Ce sont d'ailleurs 2 jeunes gens... C'est dans le cadre des émeutes, on le rappelle aux auditeurs. Alors, c'est la soirée des émeutes. Oui. Les émeutes n'ont pas lieu dans ce quartier-là, mais sur le Vieux-Port. Dans ce quartier-là, au moment des faits, il y a quelques personnes, dont une dame blonde, dont j'espère qu'on la retrouvera, qui s'est mise à hurler en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ?» Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'échange entre la police et mes 2 clients. La police leur dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et aussitôt, le policier qui a le flashball tire dans la tête à 3 mètres de distance, c'est-à-dire qu'il a visé. Et bien sûr, par solidarité, les 6 autres se jettent sur les 2 personnes, l'une d'entre elles s'échappe, et les roue de coups, mais avec une violence qui est filmée. Les films finiront en tout cas, par sortir. Effectivement, une enquête est en cours. On rappelle, le policier est en détention provisoire avant son jugement. Merci beaucoup, maître Jacques-Antoine Prezzosi, avocat donc du jeune Eddy. Johan Gillet, quand vous entendez effectivement ces faits, et puis on voit la photo, là on n'est pas en télévision, mais on voit cette photo du jeune Eddy avec une partie du crâne en moins, c'est sûr que ça choque. La chef de la BAC d'ailleurs, qui a priori n'a signalé dans son rapport à sa hiérarchie aucun incident. La police qui elle-même ne veut pas coopérer, manifestement, qui ne se reconnaît pas sur les vidéos. Le policier le dit, il ne se souvient plus de rien, il ne se reconnaît pas. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est vrai que ça interroge, cette affaire. Oui, alors... Ça peut interroger effectivement. En revanche, il ne faut pas tout mélanger et il ne faut pas généraliser. On parle d'un cas précis, il y a une enquête en cours. Il y aura des éléments qui sortiront certainement. L'avocat du jeune en question a quand même oublié de préciser aussi que ses clients ont répondu aux policiers sur le lieu où ils allaient, qui n'existait pas d'ailleurs, puisqu'ils allaient à un événement qui avait été annulé entre-temps. Donc bon, voilà. Donc des questions, il peut s'en poser des 2 côtés. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ne se serve pas d'une histoire en particulier pour généraliser et mettre la faute sur la police. Ce qui sortira de cette enquête, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans l'instruction. Toujours est-il qu'il faut réaffirmer... Mais vous êtes choqué quand même ? L'image est impressionnante et choquante, évidemment. Mais en l'occurrence, je ne vais pas me prononcer sur la police en général à partir d'un élément, d'un fait divers, dont on n'a pas encore toutes les tenants et les aboutissants. Sébastien Rome. D'abord, je ne sais pas si l'avocat de Eddy est toujours en ligne, mais en tout cas, s'il nous écoute, je souhaiterais qu'il transmette tout mon soutien à Eddy et à sa famille, ce que ne font pas, ce que vous n'avez pas fait, et ce que ne font pas de manière générale, en fait, Darmanin, Emmanuel Macron, etc. Vous ne faites pas avec les policiers quand ils se font agresser non plus ? Non, je crois que il faut déjà se souvenir qu'aujourd'hui, ce sont des policiers qui mènent l'enquête sur ce cas. Donc c'est bien la police. C'est un juge d'instruction. C'est un juge d'instruction, et puis des éléments ont été amenés par la police. C'est le cas. Moi, je m'en tiendrai effectivement à ce qu'a dit le policier, en tout cas ce qu'on a eu comme retour dans les médias. Il ne se souvient plus de rien. Donc ce qui veut dire que on n'a pas eu des jeunes qui étaient en agression, parce que sinon il s'en serait souvenu. Il n'a pas été insulté, sinon il s'en serait souvenu. Il n'était pas en train de brûler un magasin, sinon il s'en serait souvenu. Il l'aurait utilisé comme charge. Non, il ne se souvient de rien. Donc on est réellement dans ce que j'expliquais tout à l'heure, dans ce cycle de violence dans lequel qui est en fait une manifestation de la crise de la police, qu'il est nécessaire de revoir de fond en comble. Vous voyez, on parle d'une affaire et vous parlez d'un cycle de violence. Oui, non, vous généralisez. C'est pas acceptable. Alors, je crois que il faut tirer les justes conclusions. Par exemple, la loi Cazeneuve, qui a permis aux policiers de tirer en cas de délit de fuite, qui est en fait une idée reprise du Rassemblement, 17. Qui est une idée du Rassemblement national, enfin du Front national à l'époque. Déjà, dans les débats à l'Assemblée nationale, il était dit que on allait arriver à cette situation-là. Mais
si on y arrive, c'est parce qu'on est dans ce cycle justement qui amène à d'autant plus de violence. Moi, je voudrais d'une police qui soit en fait à l'image de notre gendarmerie. Quand on regarde la manière dont les gendarmes gèrent en fait ces situations-là, elle n'est pas du tout la même que les policiers, parce qu'il y a une culture professionnelle différente, parce que aussi il y a une formation différente, et il est plus que nécessaire de revoir la police et notamment sa formation. Merci beaucoup à tous les deux, Johan Gillet, député RN du Gard, Sébastien Rome, député LFI de l'Hérault, d'avoir été avec nous.